Ce dimanche, le grand jury reçoit le docteur Alioune Badara Ly. Bonjour docteur. Bonjour, monsieur Georges Déthié Diop. Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, depuis votre nomination à ce poste, vous êtes devenu gestionnaire de l'incident manager, en charge de la coordination opérationnelle de la riposte contre le Covid-19 au Sénégal. C'est bien cela? C'est exactement cela, monsieur Diop. Alors, Alioune Badara Ly, vous êtes docteur d'État en médecine, diplômé de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, titulaire d'un diplôme en recherche clinique de l'université de Bordeaux 2, d'un master en épidémiologie avancée à l'université Paris 6, d'un diplôme d'expertise en gestion des interventions d'urgence sanitaire de l'université Paris-Est Créteil et bien sûr d'un diplôme en gestion des catastrophes de l'université anglaise de Bournemouth. Après une dizaine d'années passées à l'Institut Pasteur de Dakar, vous rejoignez, docteur, le ministère de la Santé et de l'Action sociale où vous êtes affecté à la direction de la lutte contre la maladie où vous finissez chef de division lutte contre les maladies transmissibles en janvier 2015, vous atterrissez au tout nouveau centre des opérations d'urgence sanitaire comme directeur adjoint. Depuis le 13 juillet dernier, vous êtes nommé directeur du COUS en remplacement du docteur Bousso. Du coup, docteur, vous devenez très impliqué dans la lutte contre la Covid-19 dès le début d'ailleurs. Vous n'êtes certes pas dans un monde inconnu. Ce doit être une lourde tâche au regard de la situation que nous traversons, au regard de la situation que traverse le pays. Oui, merci beaucoup, M. Georges Déthié Diop. Je voudrais vous remercier d'abord pour l'invitation qui nous a été adressée comme directeur, tout nouveau directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, comme vous le dites. Effectivement, cette nomination arrive à un moment assez difficile, il faut bien le dire, de la situation épidémiologique donc de la Covid-19 au niveau du Sénégal. Donc c'est arrivé en pleine troisième vague, cette nomination, pendant que nous prenions donc nos fonctions en remplacement du docteur Bousso, à qui je tiens à rendre un hommage mérité pour tout le travail excellent qu'il a abattu au niveau du Centre des opérations d'urgence sanitaire en tant que directeur. La situation, vous l'avez dit, c'est extrêmement difficile. Mais je dois dire que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls au sein du ministère de la Santé. Nous sommes dans le cadre d'une grosse équipe. Et nos actions s'inscrivent donc dans le cadre d'une action globale avec le soutien de l'ensemble des directions, l'ensemble des services du ministère de la Santé. Au sein de cette grosse équipe, nous entendons bien entendu jouer notre partition, donc comme vous l'avez dit, qui consiste à la coordination opérationnelle donc de la riposte contre la Covid-19. De manière beaucoup plus précise, ça veut dire que simplement chaque matin, nous sommes au niveau du centre des opérations d'urgence sanitaire depuis le 2 mars, à faire le point quotidiennement sur la situation épidémiologique, sur l'évolution de la situation épidémiologique, sur les difficultés que nous rencontrons dans le cadre de la réponse et nous essayons d'y apporter les solutions les meilleures dans un contexte, comme vous l'avez dit, effectivement, cette troisième vague qui est particulière en termes d'intensité. Alors, c'est une lapalissade que de le dire, vous l'avez dit, la troisième vague a investi notre pays, le variant Delta également, la hausse des cas est jugée exponentielle, les morts se multiplient, la courbe des cas graves est ascendante. Quel est le niveau d'urgence, docteur, de la pandémie? Nous sommes dans une situation très critique, très difficile, ça il faut bien le dire. Je disais que, vous savez, pendant qu'on était, disons, un début de pandémie au niveau du Sénégal, la première vague, sa caractéristique principale, c'est qu'elle avait duré 7 mois, mais elle n'avait pas connu une transmission importante. Et nous avions eu la chance d'avoir pris au niveau du pays des mesures fortes, des mesures gouvernementales très fortes, qui nous ont permis de relancer, en tout cas de ralentir l'évolution de la courbe épidémique. Vous vous souvenez des mesures que le gouvernement avait prises très rapidement en termes de couvre-feu, en termes de fermeture des frontières aériennes, de restriction des voyages, et même le ministère de la Santé en termes de stratégie, donc de confinement de l'ensemble des contacts, d'hospitalisation systématique de l'ensemble des personnes qui étaient positives, que ce soit symptomatiques ou asymptomatiques, etc. Et ces mesures nous avaient permis de ralentir un peu l'évolution de l'épidémie et nous permettre donc dans la foulée de pouvoir préparer un peu le système à faire face à cet afflux de cas qui n'était pas prévu au niveau du système de santé. Et nous avions réussi tant bien que mal à le faire.
La deuxième vague, sa caractéristique a été qu'elle a été beaucoup plus ample en termes de transmission, mais a duré beaucoup moins de temps. Et là aussi, malgré les difficultés que nous avions eues, le système a pu quand même tenir. Le problème que nous avons maintenant avec cette troisième vague, c'est qu'il est dû à un variant nouveau. Le variant Delta, vous l'avez dit, qui se caractérise par une très forte transmissibilité. Le variant s'est adapté un peu plus à l'hôte, en modifiant un peu sa structure, qui lui permet de pénétrer beaucoup plus facilement les cellules humaines et donc d'être particulièrement contagieux, particulièrement transmissible. Et c'est dans cette situation-là que nous sommes. Malheureusement, ça arrive, ce variant, dans un moment où, au niveau de notre pays, il y avait un relâchement donc, qui était observé par les populations d'une manière générale, malgré les messages de prévention individuelle et collective que le ministère de la Santé, les principaux responsables du pays avaient lancés. Et donc, dans ce contexte, effectivement, de relâchement pratiquement généralisé, dans ce contexte de déni aussi, beaucoup de personnes vous disent, même jusqu'à maintenant, qui ne croient toujours pas à la maladie, ça n'existe pas, c'est de la politique, etc., etc. Mais dans ce contexte-là, de relâchement, dans ce contexte où les manifestations, en tout cas les grands rassemblements étaient maintenus, étaient organisés, bien, le virus Delta a trouvé un lit très très favorable et bien entendu, c'est très rapidement propagé au sein de la population. Et le problème que nous avons, c'est que plus un virus est transmissible, mais plus il va entraîner de nombre de cas. Et plus le nombre de cas est important, mais vous avez plus de cas graves. Et si vous avez plus de cas graves, bien, vous avez plus de décès. Et c'est vraiment dans cette situation dans laquelle on est. Et le problème que nous avons, c'est que effectivement, ce nombre de cas, surtout ce nombre de cas graves, fait peser un poids énorme, une tension forte sur le système de santé qui essaie de compenser le gap. Mais ça reste très difficile. Oui, mais situation critique, avez-vous dit à quel niveau précisément? Mais à tous les niveaux, vous savez, mais le niveau peut-être le plus critique, ça va être le niveau de la prise en charge des cas graves. C'est à ce niveau que vraiment il y a un souci. Parce que cet afflux de cas graves, le système doit être capable de pouvoir y répondre. Vous savez, en temps normal, il y a un équilibre qui se fait entre l'offre de soins courants et la demande de soins courants. Quand vous avez une situation sanitaire exceptionnelle comme la Covid, il y a des besoins spécifiques de soins qui viennent s'ajouter à la demande courante qui était déjà là, qui pèse lourd et qui va déséquilibrer le système. Et le système a besoin d'être repensé, d'être réajusté pour pouvoir justement s'équilibrer en compensant le gap que ce besoin spécifique lié à la Covid va entraîner. Et le besoin que la Covid va entraîner, ce poids-là, il est très, très lourd. Parce que la prise en charge des cas graves Covid est très, très lourde. Beaucoup parlent de l'oxygène parce que c'est une maladie. Pour la soigner, l'oxygène devient pratiquement un médicament essentiel. C'est un intrant qui devient capital. Et donc, il faut de l'oxygène. Mais pas seulement. Parce que ces malades-là, souvent, sont en réanimation. La prise en charge médicale des malades en réanimation, elle est très, très lourde. Elle est coûteuse. Elle est pluridisciplinaire parfois. Le pneumologue va intervenir. Le cardiologue va intervenir parce que c'est des malades souvent qui ont des comorbidités. Le diabétique va pouvoir intervenir parce que souvent c'est des malades diabétiques. Le néphrologue va intervenir parce que souvent c'est des malades qui présentent une insuffisance rénale chronique ou aiguë, etc., etc. Donc c'est une prise en charge pluridisciplinaire très, très difficile et coûte extrêmement cher. Et le problème, c'est que des fois aussi, ça exige beaucoup de ressources humaines. Et des fois, c'est à ce niveau-là, vraiment que le point critique, j'allais dire, c'est vraiment que le système s'adapte à cette forte demande et puisse prendre en charge l'ensemble des malades qui arrivent, donc qui sont demandeurs de soins. Et c'est dans cette phase-là que nous sommes. On n'a pas encore trouvé le juste équilibre. Et c'est pourquoi vous avez tous les petits problèmes, tous les petits problèmes, je ne sais pas des problèmes, c'est de vrais problèmes que nous avons en termes donc de prise en charge des patients qui sont aujourd'hui chez eux et qui ne devaient pas être chez eux, mais qui devraient être déjà sur un lit au niveau de l'hôpital. Est-ce que cette situation était prévisible, docteur? Alors, c'est très difficile de dire que la situation telle qu'on l'a vue était prévisible. En tous les cas, au niveau du ministère de la Santé, nous avons essayé d'apprendre de l'évolution de la maladie. Comme j'ai dit tantôt, nous avions connu une première vague qui n'était pas très intense, mais qui a duré une deuxième vague beaucoup plus intense. On savait que de toute façon, il y avait une forte probabilité qu'on aille vers une troisième vague. Et dans cette phase-là, où la maladie, la deuxième vague avait commencé à décliner, nous nous étions dit, on se met dans le scénario. Vous aviez alerté alors? On avait alerté, on avait dans nos réunions du CNGE, on partage toujours l'information, attention, ça risque de monter. Mais à quel niveau? C'était ça la question.
Mais on savait qu'on allait vers une troisième vague. Et c'est pourquoi on s'était mis dans le scénario du pire. Le scénario du pire pour nous était d'avoir au niveau au moins équivalent à la deuxième vague. Parce qu'on avait remarqué dans certains pays qui avaient fait face à la troisième vague avait été moins importante que la deuxième. On avait espéré que peut-être chez nous aussi on allait avoir le même profil. Malheureusement, on n'a pas eu le même profil. Même si nous nous étions mis dans la position, en tout cas en gardant intact le dispositif qui était en place lors de la deuxième vague, bien, la transmission avec le Delta, qui n'était pas prévu. Justement, c'est là où, effectivement, on a eu une transmission vraiment fulgurante. Si je pose la question, justement, c'est parce qu'un homme politique, Ousmane Sonko, en a imputé la responsabilité au chef de l'État, au président de la République. Il a affirmé vendredi que Macky Sall avait reçu en mai dernier un bulletin l'alertant du danger, l'alertant que le variant Delta était au Sénégal, le mutant déjà au Sénégal. Était-ce le cas? Je ne peux pas dire, je peux pas entrer un peu dans ça. Je ne peux pas dire, en tous les cas, ce que je sais, c'est que monsieur le président de la République, comme on le dit souvent, hein, est l'homme le plus informé au niveau du pays. Maintenant, ce que dit M. Sonko engage M. Sonko. Moi, je ne sais pas, en tout cas, dans les secrets de la présidence, pour savoir est-ce qu'il a été alerté, il a été reçu. Mais vous aviez alerté, vous aviez alerté les autorités. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le variant Delta est arrivé à un moment où, effectivement, l'épidémie avait commencé à décliner. À quelle période? Et si je ne me souviens pas, on l'a eu vers la mi-mai, disons, vers le 17 mai, puisque la deuxième vague a commencé précisément le 17 mai. Et dans le 17 mai, effectivement, dans cette période-là où on a mis en évidence le variant Delta, ça a coïncidé au moment, effectivement, où la courbe était en train un peu de remonter. Mais personne ne pouvait dire qu'on allait arriver à ce scénario-là. Ça, quand même, on ne pouvait pas le savoir. Donc déjà en mai, on avait le variant Delta au Sénégal. En mai, vers le 17 mai, on avait le variant Delta au Sénégal. C'est à ce moment-là, précisément, que l'Institut Pasteur avait dit, mais c'était 2 Delta qui étaient trouvés au tout début. C'était plutôt l'alpha qui était là. Mais maintenant, c'est vrai que depuis quelques semaines, les choses ont beaucoup évolué. L'alpha, qui est l'ex-britannique, pratiquement, comme le disent les laboratoires, a presque disparu. Et bien, le Delta a pris vraiment de plus en plus d'importance, a pris la place. Et aujourd'hui, dans 60-70% des échantillons qui sont séquencés par les laboratoires, c'est du Delta qu'on trouve. Et ça, c'est ce qui explique vraiment la situation dans laquelle on est. Je ne voulais pas vraiment revenir sur... Mais est-ce qu'en mi-mai, déjà, vous étiez au fait de la dangerosité du variant Delta? Mais oui, parce qu'on savait que ce variant Delta était beaucoup plus transmissible. Vous avez suivi les événements en Inde. Vous avez vu la situation que ce variant Delta a créé en Inde. Même si en Inde, il y avait le Delta, il y avait aussi l'Alpha. Vous avez vu la situation que Delta a créé au niveau du Royaume-Uni. Il est connu que ce virus, que ce variant est beaucoup plus transmissible que les variants Alpha ou que la source originale. Ça, c'est connu. Même s'il passe pour être moins mortel que l'Alpha. Mais, comme certains l'expliquent, le virus plus transmissible devient finalement beaucoup plus dangereux que le mortel parce qu'il engendre effectivement beaucoup plus de cas que le virus alpha et donc touche beaucoup plus les couches vulnérables de la société, donc les malades, les sujets âgés et les personnes qui ont des comorbidités, mais pas que ça. Parce que ce que nous observons, c'est que Delta a des particularités que l'alpha n'avait pas, en touchant beaucoup plus les jeunes qui deviennent symptomatiques et qui, effectivement, ont tendance quand même à faire des formes beaucoup plus sérieuses que, en tout cas, la source originelle du SARS-CoV-2 ou le alpha, effectivement, l'ex-britannique. Malgré tout, relâchement de part et d'autre, des rassemblements ont été organisés dans le pays, au-delà des autorités, au-delà des politiques des populations, devrais-je même dire, est-ce que vous, CNGE, vous ne dormiez pas sur vos lauriers? Non, je crois pas, parce que... Après la première vague, devrais-je dire. Je crois pas. Je pense que c'est pas pour rien qu'on a maintenu, parce que vous savez, depuis le 2 mars, au niveau du groupe opérationnel, nous faisons quotidiennement la situation épidémiologique. Et un jour sur deux, nous tenons une réunion en présentiel ou en ligne pour suivre l'évolution de l'épidémie. Et chaque fois faire le point et chaque fois nous préparer au pire. Le CNGE se réunit une fois par semaine. Nous-mêmes, on y va, on va assister à la réunion du CNGE pour présenter la situation épidémiologique. Et chaque fois, nous tirons les enseignements de l'évolution de l'épidémie en disant attention, voilà, on est dans cette situation-là, dans cette phase-là.
Nous faisons des recommandations. Voilà, il nous faut nous préparer à ça. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on réactive les CTE. Il faut que. Donc, nous ne dormons pas du tout sur le laurier. Au contraire, on avait même décidé de demander, en tout cas à tous les établissements publics de santé, de garder intact, justement en prévision d'une troisième vague, le capital qu'ils avaient mis, le dispositif qu'ils avaient mis en place pendant la deuxième vague. De garder au moins ce dispositif-là intact. Les CTE devraient être maintenus. Bien entendu, on ne pouvait pas garder des CTE avec du personnel parce qu'on ne peut pas garder du personnel, les payer sans que ce personnel-là travaille. Et donc, on avait décidé effectivement que le personnel qui travaille dans ces CTE-là soit redéployé dans d'autres unités, mais qu'au besoin, on puisse les faire venir très rapidement dans les CTE pour qu'ils commencent à retravailler effectivement au niveau de ces CTE. Donc, on n'a pas du tout dormi dans nos lauriers et on a commencé, le premier cas, on les a commencé à les bien prendre en charge. Mais il se trouve que la transmission du variant est partie tellement vite et dans un contexte de relâchement et de déni qui persiste. Et c'est ça la difficulté. Et vous avez beau mettre en place un dispositif au ministère, vraiment les gens, je dois vraiment féliciter les équipes du ministère, la direction générale des établissements de santé, la DGSP, tout le monde, le cabinet du ministre. Tout le monde s'y met vraiment pour travailler. On a des réunions, même la nuit. À 21h, on a fait des réunions en ligne pour essayer d'améliorer le dispositif, améliorer les capacités litières, les lits simples, les lits avec oxygène, les lits de réanimation. Vous avez vu, on a ouvert Dantec, on a augmenté les capacités principales, on a ouvert Ogip, on a ouvert Diamniadio, Dalal Jam, on augmente les capacités, le hangar hier qui s'est mis dans le dispositif. Mais on a beau faire ça, tant que le flux entrant de patients n'est pas réduit de façon très importante, la pression, la tension sur le système de santé va continuer à être extrêmement forte et il va être difficile, en tout cas pour le système de santé, comme je disais tantôt, de pouvoir compenser le gap. Et c'est pourquoi il est important aussi que de l'autre côté, que les populations elles-mêmes aussi prennent le combat aussi. Justement, les populations, docteur, ne prennent pas la pleine mesure de la situation, du danger. Est-ce parce que la bonne parole des spécialistes est prise en otage par la communication des politiques? Je pense que dans cette affaire, tout le monde doit communiquer. Moi, a priori, pour moi, tout ce qui est... toutes les personnes qui pensent pouvoir se faire entendre, que ce soit des politiques, que ce soit des leaders communautaires, que ce soit des leaders religieux, la presse qui a un rôle extrêmement important à jouer dans les situations de crise sanitaire, pour moi, tout ce monde-là doit intervenir, doit communiquer. Parce qu'effectivement, nous communiquons beaucoup au niveau du ministère de la Santé à travers le SNEFS. Beaucoup d'actions au niveau communautaire, avec la cellule santé communautaire, avec la région médicale de Dakar en particulier, qui font des descentes sur le terrain, qui communiquent, qui font des visites à domicile, qui utilisent beaucoup les radios communautaires, etc., etc. Donc il y a beaucoup de communication qui est faite pour sensibiliser les populations. Alors des fois, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne parvient pas, nous, à nous faire entendre? On a beau dire attention, 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 on a du delta, c'est très transmissible. Respectez les mesures barrières, mais on a toujours des gens qui vous disent, oui, c'est politique, etc. On vous dit, attention, il y a des gens qui meurent, il y a des oui, bon, de toute façon, il y a toujours des gens qui meurent en temps normal, etc., etc. Alors qu'actuellement, c'est vraiment le delta est en train de faire quand même, de nous plonger dans une situation extrêmement difficile. Et on a fait face à justement je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais en tout cas, cette manque de conscience, j'allais dire, de la gravité de la situation au sein de notre population. Et c'est pourquoi, des fois, nous faisons appel d'ailleurs à des socio-anthropologues qui vont s'imprégner au niveau des populations pour essayer de comprendre quelles sont les perceptions des populations. Qui sont au sein du Voilà, exactement, qui sont au sein du COUS, qui travaillent avec la région médicale pour nous aider à adapter les messages communicationnels et arriver à nous faire entendre. Jusqu'à présent, ça a été extrêmement difficile, même par rapport à la vaccination, j'imagine, on y reviendra. Mais maintenant, je pense que les gens commencent de plus en plus à prendre conscience, effectivement, que nous sommes dans une situation, dans une crise sanitaire qui est sérieuse. Et une situation sanitaire sérieuse, les gens ne peuvent pas vivre. On ne peut pas vivre comme en temps normal lorsqu'on est en situation de crise sanitaire. Il va falloir s'adapter. Et s'adapter, c'est vraiment respecter les mesures barrières, respecter les mesures, le port du masque en particulier. Et c'est l'occasion de se réjouir
que M. le ministre de l'Intérieur ait pris vraiment, en tout cas relancer ou réactiver le décret obligeant le port du masque dans les lieux publics. Le ministre de l'Intérieur. Voilà, le ministre de l'Intérieur. Et même vraiment demander aux forces de police vraiment d'être beaucoup plus regardants sur cet aspect des choses. On espère que si les Sénégalais font l'effort vraiment de respecter ces mesures barrières, plus la vaccination qui commence avec un nouvel engouement, un nouvel élan, nous espérons que dans les 2 semaines à venir, pouvoir observer en tout cas cette baisse que nous souhaitons de tout notre cœur. Hein, parce que si ça ne baisse pas, ça va être difficile à gérer, malheureusement. Alors, vous suivez le grand jury de RFM. Notre invité, le docteur Alioune Badara Ly, directeur du COUS, le Centre des opérations d'urgence sanitaire. Docteur, vendredi, lors de la réunion hebdomadaire du CNGE, il a été révélé, vous l'avez souligné tout à l'heure d'ailleurs, que le variant Delta représente 70% des contaminations. Delta, d'une contagiosité redoutable, aucune catégorie d'âge n'est épargnée. Les jeunes les plus nombreux dans les CTE, les enfants et même les femmes enceintes ne sont pas épargnés. À ce rythme, docteur, avec l'explosion des cas, l'engorgement des CTE, la multiplication des cas graves, ne craignez-vous pas que notre système sanitaire ne soit mis en mal et que l'on n'arrive pas à satisfaire tout le monde? Mais M. Georges Diop, c'est le risque. C'est vraiment le risque que nous avons. Je disais tantôt qu'on a beau faire des efforts, augmenter les capacités militaires, les possibilités ne sont pas infinies. On cherche toujours à nous adapter au niveau du ministère. Vous avez vu, comme je disais tantôt, on a ouvert maintenant le hangar, on l'a ajouté pratiquement une centaine de lits. Au-delà du hangar, tout est plein? Pour l'instant, je ne crois pas, parce que l'ouverture est progressive, va être progressive, étalée sur 3 jours. Donc, mais ça a commencé. Donc l'idée, c'est vraiment de monter en puissance au niveau du hangar dans les 3 jours à venir. Mais il faut s'attendre à ce que très rapidement, vu la demande, les patients qui sont à domicile et qui attendent d'être régulés, le SAMU national nous disait hier qu'il y avait une 60aine de personnes en assistance de régulation. Il y a des personnes qui attendent dans les services d'accueil des urgences au niveau des hôpitaux et qui ont besoin d'être transférés vers un CTE. Donc je suis certain que dès que le hangar va ouvrir, mais très rapidement, ce hangar va devenir plein au rythme où vont les choses. Et c'est pourquoi il est nécessaire qu'on continue, nous, de réfléchir à d'autres alternatives. Et aujourd'hui, on est en plein dans cela. Il y a des réunions avec les directeurs des établissements publics de santé, les directeurs d'hôpitaux, qui tous, chacun, vraiment essaie de voir dans quelle mesure augmenter les capacités de lits dans son hôpital. Et ça, c'est un gros effort. Les lits de réa et de pré-réa également. Donc, augmenter les capacités. Les gens travaillent sur ça. Nous travaillons sur l'identification d'autres sites. À Dakar, comme au niveau des régions, il y a d'autres alternatives qui sont recherchées. Vous savez, même aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur la possibilité de faire des transferts de patients. Nous avons dans certaines régions des capacités. Au niveau de Touba, nous avons Mabloul Fawzaini qui a une grande capacité. Pourquoi ne pas mettre en place une logistique qui permettrait, quand Dakar est saturé, de pouvoir transférer des patients très rapidement? Ce n'est pas encore fait, on l'a annoncé déjà. Ça ne l'a peut-être pas encore fait, mais je pense que c'est une chose qu'on va mettre en place et faire un transfert de patients de Dakar vers les régions, vers l'intérieur du pays. Et peut-être plus tard, si Dakar se calme et que les régions ne le souhaitent pas, mais si ça monte dans les régions, que les régions aussi puissent transférer des patients au niveau de Dakar. Donc voilà des astuces. Aujourd'hui, M. le Président de la République lui-même a émis, en tout cas a offert, a proposé au ministère de la Santé qu'on puisse utiliser aussi le parc des expositions de Diamniadio. Donc vous voyez que la réflexion continue, mais ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens. La prise en charge chez des anesthésistes réanimateurs. Les anesthésistes réanimateurs, ça ne court pas les rues. Il y a un moment où quand vous voulez en avoir, vous pouvez avoir le plus gros salaire que vous pouvez, mais vous ne trouvez pas sur le marché d'anesthésistes réanimateurs. Donc ça ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Il faut vraiment moi c'est vraiment le message que je veux lancer, que les populations prennent la riposte en main. Il faut que les populations arrivent à comprendre que nous sommes en danger, que nos vies sont menacées, nous tous, hein. Même nous, ministère de la Santé, parce que le personnel soignant est touché. Et même au niveau famille, moi j'ai 3 de mes gamins qui récemment, coup sur coup, chacun a fait Covid. Donc c'est l'ensemble de la population qui doit se prendre conscience que c'est une situation critique dans laquelle nous sommes. Le ministère fait ce qu'il peut, mais à ce rythme-là d'affluence de patients, vous avez vu aujourd'hui le nombre de positifs, plus de 1000 encore, qui vient s'ajouter à ce qui existait avant. On va prendre le parc des expositions, ça va se remplir. On va encore prendre un autre site, ça va se remplir. Mais ça ne peut pas continuer. Il faut que les gens prennent conscience de cela et aident le système de santé
à pouvoir supporter la charge qui pèse sur elle. Plus clairement, docteur, réduire... plus clairement, des sites de prise en charge extra-hospitaliers vont être multipliés. C'est des sites, contrairement à la première phase. La grosse différence, cette fois-ci, c'est que c'est les cas graves qu'on va gérer. Aujourd'hui, on n'hospitalise plus de cas simples. Les cas simples sont à domicile et sont suivis dans le cadre de la prise en charge à domicile, ce qu'on appelle la PECADOM Covid. Donc aujourd'hui, le focus va être mis sur la gestion des cas graves. Pratiquement, sur ces sites-là, même si c'est des sites extra-hospitaliers, vont devenir des hôpitaux de fait, parce qu'ils vont prendre des cas graves. Et c'est là où ça devient coûteux. Parce que dans ces sites-là, il va falloir installer de l'oxygène, un dispositif de distribution et de disponibilité de l'oxygène pour ces malades-là. Vous imaginez si on met 100 malades, 200 malades, tous qui doivent être sous oxygène, et avec les quantités énormes d'oxygène que chaque patient a besoin pour être soigné, chaque patient consomme, vous voyez les coûts que ça va entraîner. C'est des coûts colossaux. Et voilà, donc c'est pour aller dans le sens que vous dites. Si nous, population, nous ne nous réveillons pas et que nous ne prenons pas notre responsabilité individuelle et collective, et que l'ensemble des leaders politiques, des leaders communautaires, des leaders religieux, tout le monde, les gens qui peuvent parler aux jeunes dans les quartiers, pour que tout le monde prenne l'affaire comme quelque chose de personnel et s'engage dans la riposte à venir en appui à ces efforts que le ministère de la Santé est en train de faire. Ce n'est que quand le flux entrant va baisser progressivement que le système de santé pourra être en mesure de mieux gérer l'afflux, en fait, les patients qui sont hospitalisés. Parce que ce que nous observons aussi, c'est que le risque, c'est que le personnel de santé est fatigué. Le personnel de santé est fatigué. Le personnel de santé paye les cas de décès notés de contamination, on n'en parle pas. Il y a des personnes de santé infectées, qui ont infecté même leur famille, qui sont dans des situations très difficiles. Et le risque, c'est qu'à terme, même la qualité de la prise en charge des patients graves risque d'en souffrir. Et donc, nous sommes dans une phase vraiment critique. Aujourd'hui, nous avons eu 20 décès. Donc, nous sommes dans une phase critique. Il faut que les gens prennent conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Chaque jour, les cas graves augmentent. Aujourd'hui, quand vous regardez la courbe des cas graves, et là, le pic a presque atteint la deuxième phase, la deuxième vague. Ce n'est pas encore fini. Dans la deuxième vague, le maximum de cas de décès que nous avions enregistrés en une semaine, c'était 65. Aujourd'hui, dans cette troisième vague, on est déjà à 66 ou 67. Donc on est déjà atteint le pic de la deuxième vague. La première vague, c'était 25 décès le maximum. La deuxième, on est parti jusqu'à 66. Aujourd'hui, avec cette deuxième vague, à la semaine où je parle, on est déjà à 67 décès. On a déjà dépassé le nombre de décès, le pic de décès hebdomadaires par rapport à la deuxième vague. Et donc, il est temps quand même que... Il ne faut pas juste penser que la riposte, c'est l'affaire du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, si les populations ne respectent pas les mesures, n'adhèrent pas aux mesures de protection individuelle et collective, ça va être extrêmement difficile parce que le Delta, il est extrêmement contagieux. Et l'autre chose, peut-être aussi qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui présentent un tableau clinique très évocateur de Covid, mais qui ne vont pas consulter. C'est ce que je voulais, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que ces chiffres reflètent la réalité? Plusieurs inhumations dans les cimetières, les Sénégalais ruent vers les structures sanitaires pour se faire tester, ce qu'ils n'arrivent pas à voir souvent. Oui, c'est ceux-là qui restent à la maison sans se faire dépister. Sans se faire dépister, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Parce que, encore une fois, cette maladie, on ne la connaît pas bien. Vous savez, elle entraîne souvent des complications qui sont parfaitement imprévisibles. Vous avez dû entendre parler de la désaturation qu'on observe chez les patients qui parfois présentent des lésions pulmonaires. Et des fois, vous pouvez avoir un niveau de saturation tellement faible, mais vous ne le savez pas. Et le jour où vous commencerez à avoir des problèmes respiratoires, c'est que pratiquement il sera difficile, ou même tardif, trop tard, de pouvoir faire quelque chose pour vous récupérer. Et il y a ce que le clinicien appelle l'hypoxie heureuse, vous désaturez de façon extraordinaire et vous parlez, vous marchez. Alors que pratiquement vous êtes à un niveau déjà où il va être impossible pratiquement de vous récupérer. Mais vous parlez, vous marchez, etc. Et subitement, voilà, vous tombez. Et donc, pour éviter cela, il faut que les patients, les gens qui, en tout cas, se disent on a la grippe, etc., dans le contexte actuel, il faut considérer qu'il n'y a pas de grippe. Tous les tableaux cliniques
évocateur de grippe, considérez a priori que c'est de la Covid. Maintenant, on utilise les tests de diagnostic rapide. Vous allez dans votre centre de santé le plus proche, on peut vous faire un test de diagnostic rapide. Si c'est positif, on vous traite, on vous donne les conseils qu'il faut. Si votre état clinique le permet, on vous garde à la maison, on vous suit, mais au moins vous respectez les mesures de confinement chez vous pour éviter de contaminer un peu votre entourage. Les tests, justement, est-ce qu'il y en a suffisamment? Alors, les tests, vous savez, il y a les deux types de tests. Le PCR et les tests de diagnostic rapide. Les PCR ne posent pas de problème. Pour le moment, en tout cas, au niveau des grands laboratoires, il n'y a pas de souci. Et même, je pense qu'il faut se féliciter un peu de cet exploit que le Sénégal a réalisé, et qui a consisté non seulement à partir de deux laboratoires, puis de deux grands laboratoires, INSF et Pasteur, et à augmenter les capacités de tests au niveau des régions. Aujourd'hui, pratiquement toutes les régions sont dotées de capacités à pouvoir faire des tests. Donc aujourd'hui, Kédougou dispose de laboratoires, Tamba, Matam, Saint-Louis, Thiès, etc. La dernière région à disposer d'un laboratoire, c'était Sédhiou. Et bientôt, Kaffrine va aussi disposer de son propre laboratoire. Donc c'est des efforts majeurs qui ont été faits par rapport à cela. Et ça va continuer. Donc sur le côté PCR, on n'a pas de souci. Côté test de diagnostic rapide, je pense qu'on ne devrait pas avoir de soucis. Pour l'instant, on a, c'est vrai, si je ne me trompe, 50 000 environ tests de diagnostic rapide distribués au niveau des régions. Mais vous savez que l'Institut Pasteur... Avec la production de TDR par l'Institut Pasteur, maintenant, je pense que ce problème-là, on risque va être très rapidement réglé. Je pense que les problèmes administratifs qu'il pouvait y avoir par-ci, par-là ont été résolus. Et très bientôt, donc, les TDR de l'Institut Pasteur vont entrer un peu dans le dispositif. Et ça, on sera vraiment très, très confortable pour pouvoir mettre vraiment le TDR un peu partout au niveau du pays. Mais il va falloir aussi encadrer. Justement, c'est là que je voulais en venir. Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre plus accessible le test, ne plus le médicaliser pour permettre à un grand nombre de Sénégalais de se dépister, de connaître déjà leur statut sérologique? Oui, c'est exact. C'est exact. Ça, c'est la volonté que nous avons au niveau du ministère de la Santé. Mais le souci que nous avons, c'est aussi, quand vous faites votre test, on vous dit que c'est positif. Il faut que mettre en place un dispositif qui permette à la personne positive de savoir quoi faire une fois qu'on lui a dit que vous êtes positif. Donc, il doit entrer dans le dispositif, dans le circuit de prise en charge. Et ça, il va falloir l'organiser. Et c'est à ce stade-là que nous en sommes. Donc, la direction de la prévention, que dirige le directeur, le docteur Momodou Ndiaye, avec son équipe, sont en train de travailler sur ça, sur une équipe de remontée de l'information. Parce qu'il est extrêmement important que les personnes qui font des TDR, si ces personnes-là sont positives, qu'on puisse leur donner la bonne information et qu'on puisse justement les prendre en charge correctement comme les personnes qui ont fait la PCR. Ce qu'il faut éviter, c'est que des personnes fassent TDR, on leur dit vous êtes positif et puis après on s'arrête là. Et que les personnes après sont perdues, ne savent pas quoi faire. C'est ça qu'il faut éviter, mais je pense qu'à terme, les TDR seront disponibles dans l'ensemble du pays, en tout cas dans les zones stratégiques, centres de santé, peut-être même niveau poste de santé, au niveau des points d'entrée, frontières, etc., au niveau des universités, pourquoi pas demain au niveau même des officines de pharmacie, mais tout ceci doit être encadré et les données doivent être collectées et doivent remonter au niveau du ministère de la Santé. Tout cela est envisagé par le CNGE. Tout ça est envisagé par le CNGE, on est en train de travailler là-dessus. Alors, un paradoxe, docteur Alioune Badara Ly, vous évoquiez tout à l'heure l'explosion des cas avec ces révélations vendredi du CNGE qui alerte sur le rythme de contamination, de la gravité de la situation. Au même moment, juste des conseils, des recommandations, à la limite pas courageuses, sur les rassemblements religieux. Surtout, pourquoi le CNGE ne prendrait pas son courage à deux mains et dire au Sénégalais la réalité? Oui, c'est une bonne question. Mais vous savez, interdire ou ne pas interdire certains rassemblements ne dépendent pas du ministère de la Santé. Donc ça, on n'a pas prérogative à le faire. Mais par contre, ce que nous pouvons faire, c'est accompagner. Si ça se confirme, c'est accompagner l'organisation donc de ces manifestations, de ces grands rassemblements, une fois qu'il est acquis, il est acté que ces organisations, que ces grands rassemblements vont être organisés. Et moi, c'est vrai que personnellement, effectivement, les grands rassemblements sont toujours dans ces contextes d'épidémie, des moyens de propagation. Qui interdit un combat de lutte doit en faire
Autant pour les autres formes de rassemblement. Vous avez raison, on pourrait le penser. Effectivement, ça devrait aller dans la même logique. Mais ce qui me fait plaisir dans le cadre donc, du Magal, c'est qu'on semble aller vers l'exigence de la vaccination. En tout cas, c'est ce que j'ai compris et il me semble que c'est ça le message du Khalife général des Mourides qui demande aux personnes qui vont venir à Touba de se vacciner avant de venir. Et c'est peut-être ça la bonne nouvelle dans cette affaire-là. Si nous réussissons, en tout cas les 2 millions, voire 3 millions de personnes qui se déplacent chaque année vers Touba, à tous les faire vacciner, ça va booster un peu la campagne de vaccination. Il faut espérer seulement que toutes les doses de vaccins qui nous sont promises soient là pour que nous puissions vacciner ce grand nombre. Et ça va contribuer de manière extrêmement importante à la constitution d'une immunité post-vaccinale qui, avec l'immunité naturelle, ou en tout cas l'immunité post-infection, donc constituera une immunité hybride, une immunité globale qui permettra de, en tout cas, contribuer solidement à faire décroître la courbe épidémique et vraiment, comme je l'ai dit, à faire baisser la pression sur le système de santé qui est vraiment à bout de souffle, comme vous l'avez dit. C'est une situation très difficile. Je le répète, vraiment, ce n'est pas un secret, la situation est extrêmement difficile. Au canon échéant, que faire? Écoute, nous n'avons Plusieurs millions sont attendus à Touba, le vaccin n'est pas disponible, il n'y a pas encore 1 million de doses au Sénégal. Les vaccins vont arriver. Ça, je pense que M. le directeur de la prévention, M. le ministre de la Santé l'a dit, les vaccins vont arriver. Je pense que du Sinopharm va arriver, AstraZeneca va arriver, Moderna même, il semble, va arriver. Je pense qu'on sera assez confortable sur le plan vaccin. Mais vous savez, la disponibilité des vaccins et la mise à disposition peuvent changer. Les États, COVAX, etc., peut vous promettre, mais au dernier moment, il peut y avoir des changements. Et que les délais, ou en tout cas les dates promises, peuvent bouger. C'est juste la crainte que nous avons. Et je pense que même au niveau du ministère, parfois, vous entendez le directeur de la prévention dire ce qu'on nous a promis. Parce que nous n'avons pas tout entre nos mains. Mais nous espérons en tout cas que les promesses se concrétiseront et que nous serons à même de pouvoir vacciner l'ensemble des populations, surtout celles-là qui vont aller du côté de Touba. Voilà. Mais encore une fois, vous avez raison, les grands rassemblements, nous le savons tous, qui constituent des risques. Aussi bien pour les pèlerins qui vont y aller. Pendant le séjour là-bas, le risque, il est là. Quand ils reviendront, le risque sera là. Parce que on a l'impression que vous avez vaincu par rapport à non, c'est juste de ces rassemblements. Moi, personnellement... Ça pèse lourd sur votre tête. Moi, personnellement, ce que je peux dire, c'est que il faut quand même être réaliste. Moi, je ne peux pas aller dans le sens de ce qui a été décidé à haut lieu, dans le sens de l'interdiction ou de l'autorisation du Grand Magal. Je suis trop petit pour ça. Mais si on me demandait mon avis, moi en tant que technicien, j'aurais dit probablement, oui, bon, il faut peut-être dans le contexte actuel y réfléchir avant de pouvoir l'organiser. Quel serait votre avis précisément quel serait votre avis? Non, moi je garde mon avis, je ne vais pas le donner. Mais si en tout cas les décideurs et les responsables de la confrérie mouride décident de l'organiser, je pense qu'ils l'organiseront. Maintenant, il ne faudra pas avoir d'état d'âme par rapport à ça. Il faudra juste descendre sur le terrain, aller à Touba et accompagner l'organisation de ce Magal de manière à, en tout cas, le sécuriser du point de vue sanitaire autant que possible. Et je pense que l'année dernière, nous l'avons fait. Et nos craintes, les craintes que nous avions eues l'année dernière, en fait, n'étaient pas... Fort heureusement, il n'y a pas eu de flambée post-Magal. Nous ne pouvons qu'espérer que cette fois-ci aussi, ça va être la même chose. Il faudra encadrer l'organisation de l'événement pour qu'au-delà, au lendemain du Magal, il n'y ait pas, en tout cas, une explosion de cas, aussi bien au niveau de Touba, au niveau de la région de Diourbel même. Les autorités médicales de la région, ils travaillent déjà avec le docteur Dieng. Et je suis sûr que, en tout cas, si on met toutes les mesures nécessaires en place, effectivement, on pourrait arriver au lendemain de Magal, qui, contrairement aux craintes que je peux avoir personnellement, on puisse ne pas observer en tout cas de boom en cas du nombre de cas de Covid au niveau d'Aba, donc de la région, mais aussi au niveau du Sénégal. Docteur Abdoulaye Ly, Alioune Badara Ly, justement, les vaccins administrés au Sénégal, Sinopharm, AstraZeneca, Johnson & Johnson récemment, pourquoi
on n'a pas encore Pfizer-BioNTech jugé plus efficace? Je pense que dans le processus d'acquisition des vaccins, je pense qu'il n'y a aucun vaccin qui est exclu. Je pense que c'est seulement un problème d'opportunité ou de disponibilité. Mais au niveau du ministère de la Santé, on n'a pas de limite, en tout cas par rapport au type de vaccin qu'on va utiliser au niveau du Sénégal. Une fois qu'un vaccin est homologué par l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé, le Sénégal est disposé à pouvoir l'acquérir. Si ça passe par COVAX, c'est bien. Si ça passe par la coopération bilatérale, c'est bien. S'il faut acheter, je suis sûr que les autorités, si c'est ça qui est disponible, feront le nécessaire pour l'acquérir. Mais il n'y a pas vraiment à ce niveau-là, il n'y a pas de crainte particulière. Il n'y a pas de limite donc au vaccin. Nous prendrons tout ce qui sera disponible et tout ce qui nous sera, en tout cas, qu'on pourra acquérir pour protéger notre population qui en a vraiment besoin. Et c'est vraiment, je salue cet élan nouveau et cet engouement nouveau que la population, en particulier les jeunes, en tout cas manifeste par rapport à la vaccination. Je pense qu'aujourd'hui, la région médicale de Dakar est en train de décentraliser même les points de vaccination. Et j'ai suivi Madame le médecin-chef de la région de Dakar qui disait que, par exemple, au niveau de Colobane, du monument de l'obélisque, en une journée, ils ont pu vacciner quand même 3000 personnes. Donc c'est vraiment magnifique, c'est quelque chose qu'il faut saluer et encourager les Sénégalais à continuer à se faire vacciner parce que la vaccination, c'est ça la solution. Parlons du COUS. Précisément, le centre des opérations d'urgence sanitaire, lors du conseil présidentiel sur le Covid-19 en mars 2020, votre prédécesseur avait pris la parole pour parler de manque de moyens du COUS pour réussir ses missions. Qu'en est-il aujourd'hui, surtout dans ce contexte? Oui, merci beaucoup. Je pense que le COUS a été créé au lendemain donc, de l'épidémie Ebola. Justement pour assurer la coordination de la préparation et de la riposte dans des situations d'urgence sanitaire comme Ebola, comme la Covid, etc. Il faut dire qu'effectivement, dès le début, pendant les 3 premières années d'existence du centre des opérations d'urgence sanitaire, on a fonctionné pratiquement avec des fonds partenaires. Je sais que Madame la DGSP ne va pas être très contente parce qu'elle n'aime pas qu'on parle de fonds partenaires, parce que pour elle, une fois que les fonds sont mis à la disposition de l'État, ça devient des fonds publics. Mais c'est pour justement faire la différence entre les fonds qui viennent directement de l'État du Sénégal et qui pour l'instant restent encore, il faut dire, destinés plutôt au fonctionnement, à l'entretien du bâtiment, aux missions à l'intérieur du pays, etc. Donc ça reste quand même par rapport en tout cas à notre ambition pas suffisante, bien sûr. C'est vrai qu'on dira toujours les moyens ne sont jamais suffisants, mais je pense qu'il y a quand même par rapport aux missions et en tout cas au rôle du centre, nécessité d'augmenter vraiment les moyens dont dispose le centre. Mais comme je disais tantôt, je pense que c'est aussi à nous de continuer à montrer notre utilité dans un écosystème qui est très complexe où il n'est pas forcément facile de se faire une place. Il y a quelques réticences, etc., etc. Mais c'est à nous de montrer que nous sommes utiles. Et je pense que c'est vraiment l'occasion de rendre hommage encore une fois à Dr Bousso, parce que je pense qu'il a porté très haut donc, le flambeau du COUS. Il a vraiment montré de la façon, je pense, la plus parlante possible, l'utilité d'avoir une structure dédiée à la coordination des urgences de santé publique. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Une fois que nous, on a prouvé cela, il est plus facile pour nous de mener le plaidoyer maintenant au niveau des autorités pour leur demander 2 choses. La première chose, c'est effectivement augmenter les ressources dont dispose le centre des opérations d'urgence sanitaire. Parce que nous devons pouvoir être autonomes. Quand on gère des urgences de santé publique, on doit pouvoir agir très rapidement. On est vraiment dans l'urgence. Et le système classique de mise à disposition de fonds, où il faut faire des requêtes, etc., ne nous facilite pas les choses. On a besoin, dès qu'on dit qu'il y a épidémie, il y a des cas de maladies infectieuses à Kédougou, on doit pouvoir, dans les 48 heures, pouvoir déplacer une équipe sur place pour aller mener les investigations. Être sous la tutelle plutôt du ministère de la Santé, un handicap pour vous? Ce n'est pas un handicap en tant que tel. Je voulais juste terminer par le deuxième point, c'était par rapport au cadre légal. Et ça, j'en profite vraiment pour en parler parce que M. le Président de la République, c'est lui qui avait inauguré le centre en 2018 et qui nous avait promis, en termes en tout cas, d'arriver à... le COUS est créé par arrêté présidentiel. Par arrêté ministériel, pardon. Par arrêté ministériel. Et donc, il nous avait promis que le centre devrait quand même être créé par décret présidentiel. Et donc nous attendons toujours en tout cas cette promesse de M. le Président de la République. Je pense que c'est important. C'est important pour rendre le COUS beaucoup plus robuste
est beaucoup plus à même donc d'assurer cette coordination multisectorielle, parce que nous travaillons avec l'ensemble des autres ministères. Et pour cela, il faut que, en fait, sur le plan légal, sur le plan cadre légal, le coup soit suffisamment solide, suffisamment robuste, suffisamment armé pour pouvoir de façon beaucoup plus efficace jouer ce rôle. Maintenant, voilà. Maintenant, nous sommes une structure ministérielle. Nous sommes une structure du ministère de la Santé, même si nous assurons une coordination multisectorielle. Et ça, il faut le comprendre comme tel. Nous pouvons faire venir les autres ministères travailler avec nous. Mais effectivement, c'est plus facile pour nous si le centre, effectivement, bénéficie, ou en tout cas est créé à partir d'un décret présidentiel, parce que ça nous donne beaucoup plus de légitimité à faire venir les autres au niveau du ministère de la Santé et à travailler justement dans ce cadre multisectoriel dans lequel nous sommes déjà. Dans le cadre de la Covid, le groupe opérationnel qui gère la riposte au niveau du COUS est multisectoriel. Nous avons le ministère de l'élevage, nous avons le ministère de l'environnement, nous avons la police, donc le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées à travers la direction du service de santé des armées, etc. etc. Et je pense qu'aujourd'hui, depuis Ebola, nous avons tous compris que la riposte désormais, face à des urgences de santé publique de cette ampleur-là, doit être multisectorielle, c'est une nécessité. Le fait que vous soyez sous la tutelle du ministère de la Santé, est-ce que cela limite votre champ d'action ? Non, je ne crois pas. Je crois pas, parce qu'aujourd'hui, nous assurons la coordination sectorielle. C'est-à-dire que c'est une coordination au sein du ministère de la Santé. Nous assurons la coordination entre les différents services, directions du ministère de la Santé, depuis le pré-hospitalier jusqu'au niveau hospitalier et dans toutes les phases du cycle de gestion des urgences de santé publique, depuis la préparation, la réponse, ce qu'on appelle en anglais le recovery, l'évaluation, etc. Donc dans toutes ces phases-là, au niveau sectoriel, on le gère déjà. Maintenant, nous avons aussi une activité, disons, quand il y a un niveau de coordination supra. Par exemple, au niveau du ministère de l'Intérieur, le centre des opérations d'urgence va intégrer le dispositif de coordination supra, et souvent qui est au niveau du ministère de l'Intérieur. Je donne un exemple. Nous participons pratiquement à l'ensemble des activités, formations, exercices de simulation qui sont organisés par exemple par la direction de la protection civile ou par d'autres entités de coordination multisectorielle. Je pense au SICO. Souvent, le SICO invite le centre des opérations à participer à ces réunions, à participer à ces exercices, etc. Parce que, effectivement, en prévision de soucis dans ce cadre-là, le volet santé, gestion des victimes est extrêmement important et le COUS va être appelé à gérer justement cet aspect-là. Il y a d'autres entités de coordination multisectorielle, la ASMAR, etc. Donc, toutes ces organisations, nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec. Il y a la mise en place de ce qu'on appelle le comité, le COGIC, le comité de gestion interministérielle de crise qui est en train d'être mis en place. Nous travaillons étroitement avec eux. Donc, il y a ces deux niveaux de coordination. La coordination sectorielle au sein du ministère de la Santé, mais la coordination aussi suprasectorielle assurée par un autre ministère, en général le ministère de l'Intérieur. C'est le cas aussi pour l'organisation, le plan ORSEC. Là aussi, il est possible que le ministère désigne le COUS pour que puisse intégrer ce dispositif-là dans le cadre donc d'une coordination qui va au-delà du seul ministère de la Santé. Le COUS, le CNGE, certains observateurs suggèrent la mise en place d'un comité scientifique à côté du CNGE, justement, qui compte aussi des médecins, il faudra l'avouer, des spécialistes, pour une gestion participative plus large et efficace. Oui, moi je suis d'accord. Il faudra, à mon avis, il faut qu'on ait un comité scientifique. Je sais qu'il y a déjà, pour la vaccination, il y a déjà un comité scientifique. Il y a le comité consultatif sur la vaccination qui donne des conseils. Mais je pense que beaucoup plus globalement, même par rapport aux aspects liés à la maladie d'une manière beaucoup plus générale, je pense qu'effectivement, c'est une excellente idée d'avoir un comité scientifique. Moi, personnellement, j'y pensais. Donc, on va faire la proposition, en tout cas, un comité scientifique qui soit lié à la coordination stratégique, donc le CNGE, soit lié à la coordination opérationnelle au niveau du centre des opérations d'urgence sanitaire, parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de l'apport justement de ces éminents, en tout cas spécialistes, et pour venir aussi donner leur avis. Je pense que c'est très bon de temps en temps d'avoir le regard extérieur et des gens qui ont quand même une certaine culture, une certaine expertise dans le domaine de la gestion, et qui, par rapport à certaines questions même que nous nous posons,
puisse nous aider à avoir les bonnes décisions, les bonnes orientations. Je pense que c'est une excellente idée. Moi, j'avais déjà ça en tête, mais je pense qu'on va progresser sur ça et proposer en tout cas l'idée à M. le ministre et peut-être même proposer une liste de scientifiques ou en tout cas d'experts qui pourraient nous aider avec des réunions régulières au niveau du centre des opérations d'urgence sanitaire ou du CNGE pour nous donner aussi leur avis par rapport à ça. Et je pense que c'est une chose qui est extrêmement importante. Ça éviterait peut-être d'avoir des experts qui, disons, en freelance qui vont par-ci par-là parler des experts en tout et même des experts médecins comme vous dites, mais qui parlent ailleurs qu'au niveau du ministère de la Santé, au niveau de la structure de coordination. Je pense que c'est l'occasion de les faire venir. S'ils ont des idées à partager, c'est vraiment, je pense, le cadre idéal à revenir au ministère de la Santé, venir au niveau du centre des opérations d'urgence, être avec nous, donner leurs idées. On en tiendra compte pour faire avancer la réponse parce que nous en avons besoin. Le pays en a besoin. Je pense que c'est plus utile que d'aller sur des plateaux, critiquer assez facilement l'action du ministère. Je pense que ce n'est pas productif. Et ça amène que de la confusion même dans l'esprit des Sénégalais qui écoutent des différents experts dire des choses différentes sur la même maladie. Ça peut créer de la confusion et ce n'est pas une bonne chose. Donc nous irons dans ce sens-là. Docteur Alioune Badara Ly, directeur du COUS, le Centre des opérations d'urgence sanitaire. Merci d'être venu au grand jury. Monsieur Georges Diop, c'est moi qui vous remercie. C'est vrai que c'est un immense honneur que j'ai eu aujourd'hui à être là. Je suivais l'émission régulièrement tous les dimanches. Assis sur mon fauteuil, je n'avais pas pensé qu'un jour je serais moi-même invité. Vous y êtes. Donc voilà, c'est vraiment un immense plaisir et je voudrais vous remercier à titre personnel et inviter aussi tous les responsables de la radio Futur Média et prier pour que le bon Dieu aussi vous assiste et que le bon Dieu assiste notre pays à sortir vraiment de cette situation très très difficile et appeler vraiment tous les Sénégalais à s'unir dans ces moments difficiles. Et peut-être éviter vraiment certains discours, j'allais dire fractionnistes, qui ne sont pas les bienvenus au moment où la situation est très difficile. Très Merci docteur Alioune Badara Ly. Une pensée pour les morts du Covid. Absolument. Prompt rétablissement aux personnes sous traitement dans les hôpitaux ou à domicile. Merci d'avoir suivi le grand jury. Bon dimanche et